Bonjour Sylvain, écoute, je suis ravi de t'accueillir pour ce numéro un petit peu spécial. Allez, je vais faire un spoil. On va beaucoup parler de la Chine, du plan de relance. Il y a donc des gens sur Terre qui ont les moyens de relancer et nous, tout ce qu'on relance, c'est la fiscalité. Et on va peut-être aussi discuter un petit peu de ce que ça peut provoquer sur le plan économique. Donc on va dire qu'on va faire un petit peu le match des extrêmes. Alors pourquoi ces thématiques? Bah, évidemment parce que c'est celle que tu as pas mal traitée ces dernières heures, ces derniers jours. Pour ceux qui te suivent sur Twitter, par exemple, ils peuvent également bien sûr te suivre sur ton propre site et je te laisserai en faire la présentation parce que je pense que tu le feras mieux que moi. Mais enfin bon, beaucoup te connaissent sous le nom de Sylvain Tiger et le Tiger, pour ceux qui te regardent, eh bien voilà, il est à 30 centimètres de ton épaule gauche. Donc, je te laisse la parole pour te présenter brièvement avant qu'on entre dans le vif du sujet. Oui, bah écoute, merci Philippe de l'invitation et puis merci aux éditions Agora de m'inviter sur votre chaîne. Alors Philippe, nous on se connaît depuis des années. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter, comme ça vous saurez et vous connaîtrez également mes spécialités. Je m'appelle Sylvain du coup Tiger sur Internet, mais Loganadin dans la vraie vie. J'ai débuté ma carrière en finance en 2015 chez FXCM, Daily FX France en tant qu'analyste de marché, aux côtés de Vincent Gann qui m'a recruté et qui m'a formé, et qui était mon directeur de la recherche et que je salue au passage, hein, car c'est grâce à Vincent si aujourd'hui je peux vous parler, hein, parce que c'est lui qui m'a recruté et formé. En 2000, donc j'ai travaillé chez FXCM, c'est un courtier américain en bourse pendant plusieurs années, jusqu'en 2018. Année un peu de transition, parce que c'est une année où j'ai eu justement une maladie qui est le diabète qui m'a qui m'a permis de voir les choses sous une autre perspective et j'ai décidé de me mettre à mon compte, on va dire, depuis 2018. J'ai fait un bref passage à Dubaï lors d'une mission dans une entreprise dans laquelle j'étais salarié et en 2020. J'ai créé Ultra Bourse, qui est une entreprise de formation à l'investissement, hein. On apprend à gérer son portefeuille chez Ultra Bourse. On apprend également à suivre les grandes tendances macroéconomiques. On a également une rubrique lettres d'information. Donc ça, c'est ce que je fais depuis 2020. Je fais mon métier d'analyste, mais avant, je le faisais au sein d'un établissement financier et aujourd'hui, je le fais en tant qu'indépendant pour moi, pour mes clients. Alors, Philippe, tu parlais justement de la Chine et de la PBOC, donc de la Banque centrale chinoise qui justement a coupé et a baissé en fait ses taux. Alors je ne sais pas si les auditeurs l'ont suivi, mais effectivement en Chine, ce qu'il se passe actuellement, c'est pour schématiser, c'est le début de la planche à billets. C'est ce que nous avons fait en Europe. euh, Après j'ai envie de vous dire la crise du Covid hein, en 2020, c'est ce qu'on a fait après la crise immobilière de 2008-2009, la crise des subprimes. On a baissé les taux, on a augmenté la masse monétaire par des injections massive de liquidités de la part des banques centrales, euh, tout ça afin de stimuler ou en tout cas de sauver l'économie. La Chine vient d'annoncer, donc c'était mardi, pas ce mardi aujourd'hui, hein, aujourd'hui à l'heure où on tourne mardi 1er octobre, mais mardi de la semaine dernière en septembre, baisser ses points de base. Alors si je dis pas de bêtises, c'était, Philippe, tu me corriges si je me trompe, c'était 50 points de base. Donc 20, ils ont c'était 20. c'était 20. Bon, Ouais. autant pour moi, j'étais presque. Ils ont décidé de baisser leur taux de 20 points de base. Et surtout, l'information la plus importante et et j'ai envie de dire la plus critique, c'est qu'ils ont décidé en fait de soutenir massivement leur marché financier qui, je vous le rappelle, les marchés actions chinois ont connu une performance négative remarquable depuis maintenant plusieurs mois. Ça fait plusieurs mois qu'on était en tendance baissière sur ce marché actions. Il faut savoir que les Chinois, alors contrairement peut-être aux Américains, sont beaucoup plus investis dans l'immobilier, d'accord? Majoritairement, le patrimoine immobilier des Chinois est d'abord dans la pierre et ensuite dans les actions. Le problème, c'est que justement, la crise qu'on avait en Chine, avec des taux hauts, des coûts de financement élevés, faisait que vous aviez des promoteurs, notamment Evergrande, gros promoteur immobilier chinois, qui en fait, tout simplement, a déposé le bilan, a fait faillite. Et ça, bah, quand vous avez des Chinois dont le patrimoine et dont les économies sont placées majoritairement dans de l'immobilier et que ce secteur-là est en crise, ça fait mal. Donc, le gouvernement a décidé de voler au secours du secteur immobilier en Chine, mais également au secours de son marché action qui était en train de se faire ratatiner depuis quelque temps. J'ai envie de vous dire, les conséquences.
seront absolument les mêmes que celles que nous avons actuellement en Europe et aux États-Unis. Si la Chine se met également à, en fait, à contrôler son économie de marché et à émettre de la dette et à émettre de la monnaie à chaque fois que ça ne va pas, en fait, on va avoir le même schéma que, aux États-Unis, on va avoir le même schéma qu'en Europe, à savoir la spoliation de l'épargne de la classe moyenne, parce que ça va créer de l'inflation, hein, tout simplement. Donc on casse l'épargne pour sauver un système. Mais ce système, il faut le sauver que si on est capable de le réformer en profondeur. C'est peut-être là la grande différence entre les Chinois et les Européens, c'est que eux, ayant une économie un peu plus, j'ai envie de vous dire, dirigée, centralisée par l'État, ils peuvent, à la limite, mettre en place des réformes sur leur marché intérieur. Maintenant, va savoir si ils vont réellement le faire. Si on sauve l'économie pour derrière mettre en place des vrais changements et réformer le système qu'on sauve, pourquoi pas? Si on le sauve pour le laisser tel quel, ce qu'on a fait en Europe, ce qu'on a fait aux États-Unis, aucun intérêt. Ouais. Alors, je vais préciser, c'est que c'est pas le premier plan de relance chinois, puisqu'il y en avait eu un en 2008, euh, post-Jeux Olympiques et surtout post-crise financière. Tout ce qu'ils ont réussi à faire, c'est à relancer la bulle immobilière. Et pour qu'on se figure aujourd'hui ce que ça représente, les encours de crédit immobilier supportés par les ménages chinois, mais également par les collectivités locales, hein, qui souvent sont à l'origine de programmes de logement. J'ai visité pas mal de villes en Chine où il y a de très belles choses d'ailleurs qui sont sorties de terre pour héberger des personnes venues de province. Le problème, c'est qu'il n'y a pas tant de gens que ça qui viennent de province quand l'économie ralentit. Donc, on a énormément de biens inoccupés, donc il n'y a pas de revenus locatifs pour rembourser les collectivités locales. Donc, globalement, les encours de crédit immobilier privé public, c'est 5 000 milliards de dollars. Bon, grosso modo, ça fait à peu près 33% du PIB de la Chine, qui est actuellement autour de 18 600 milliards de dollars. Donc, l'immobilier, ils sont un peu coincés avec. Euh, le nombre de logements aujourd'hui, pas occupés, mais pour beaucoup, hein, c'est parce qu'ils ne sont pas terminés, pas achevés ou carrément pas habitables. Eh bien, le dernier chiffre qu'on a, c'est 80 millions de logements. Donc, ça ferait un logement par citoyen français, presque un logement par citoyen allemand. C'est absolument vertigineux. Et ça sera très difficile d'écouler ces 80 millions pour une raison qui est purement mécanique et qui ne se posait pas en 2008. C'est qu'en 2008, il y avait encore une démographie croissante en Chine, malgré la politique de l'enfant unique. On avait une population croissante. On est aujourd'hui en Chine à moins de 1,3% de taux de fécondité. Autrement Donc dit, même, la Chine est aujourd'hui un des pays au monde où la démographie est la plus désastreuse, avec le Portugal et l'Irlande et l'Allemagne en Europe. Et ça, ce problème-là, le problème de la démographie, c'est exactement ce qui a provoqué le krach économique qu'a connu le Japon il y a plus de 30 ans, c'était il y a 34 ans. Les prix immobiliers flambaient, la bourse flambait, et tout ça s'est brisé eh bien, sur la mécanique démographique, où la démographie japonaise a commencé à refluer à partir de 1990. Et je ne suis pas sûr que les Chinois et tirer les leçons du krach de 1990, puisque ce qu'ils font aujourd'hui, alors il y a un effet d'annonce, il arrive juste avant la célébration du 75e anniversaire de la naissance de la République populaire de Chine. C'est pas étonnant, hein. C'est arrivé donc 3 jours juste avant la Golden Week, où les Chinois vont dépenser de l'argent, etc. Parce que bon voilà, c'est une des deux Golden Week de l'année avec celle du Nouvel An. Donc là, d'un seul coup, les Chinois se sentent plus riches. L'indice de Shenzhen a pris quand même 25% en 5 séances.
et a effacé toutes ses pertes depuis je crois, le 21 novembre 2011. C'est incroyable, 25% de hausse, ça s'appelle un crack à la hausse. Et alors donc, faut voir ce que ça représente en termes de capitalisation boursière additionnelle. C'est juste colossal. Hein, c'est de l'ordre de 1 000 milliards d'équivalent dollars de valeur boursière ajoutée en une semaine. Et quelle est l'ampleur du plan de relance chinois en équivalent dollars? Il est de 285 milliards ou 250 milliards d'euros, c'est-à-dire grosso modo même pas 3% du PIB chinois. Alors que les États-Unis, en un an, viennent de rajouter 4 000 milliards de dettes. Et ce n'est même pas un plan de relance, c'est 4 000 milliards de dettes. Autrement dit, c'est septième de l'économie américaine. Enfin, les échelles qu'on se figure, les échelles, on est en train de voir la bourse exploser de 20 à 25% en Chine, alors que le gouvernement injecte seulement l'équivalent de 3% du PIB. Je me dis qu'une nouvelle fois, la bourse s'emballe complètement et qu'on a une réaction complètement disproportionnée par rapport aux bienfaits qu'on peut attendre de ces mesures. Je ne sais pas si, de ton côté, tu as essayé de voir en jouant sur tel ou tel paramètre, parce que pour l'instant, on ne sait pas exactement en quoi consistent les mesures chinoises, mais si on se référait à un précédent qui est 2008, est-ce que ça avait permis ou pas de relancer l'économie chinoise? Bah, écoute, c'est multifactoriel parce que on peut se demander si leur plan de relance va leur permettre de réellement repartir comme j'allais dire comme en 40, mais plutôt comme en 2008. Euh, je pense pas forcément que ça soit le cas pour une raison qui est très simple, c'est que ils ont relancé, enfin, ou ils vont tenter de relancer leur économie, en fait, qui est tout simplement stagnante pour plusieurs raisons. Comme tu l'as dit, un, leur démographie d'ailleurs, je crois qu'à partir de 2021, le ratio, le taux de renouvellement, le taux de fécondité des femmes était de 1, comme tu disais, 1,2, 1,3. Maintenant, on est, je crois, en dessous de 1,1, on est à 1. Donc c'est vraiment ridicule en fait, dans le sens où ils ont un vrai problème démographique. Ça va expliquer bah, déjà, le ralentissement de l'activité de consommation des consommateurs. C'est un des... En fait, le marché chinois, c'est beaucoup de croissance, c'est beaucoup de consommation interne. Donc déjà, ça, ce marché-là, il ralentit. La seconde chose, c'est qu'ils vont injecter de l'argent dans l'économie. Enfin, dans les marchés financiers en réalité, parce que ça va faire comme en France et comme en Europe. Qu'est-ce qui s'est passé après 2008? On a eu une crise immobilière, on a eu une vraie crise, d'accord? Ça a mis beaucoup de gens sur le carreau. Les banques centrales ont injecté des liquidités. Elles ont racheté de la dette, elles ont racheté des actions, tout ce que tu veux. Les actifs financiers ont monté. Mais l'économie réelle, en France, en Europe notamment, on ne s'est jamais remis de cette crise de 2008. On n'en a jamais, on n'a jamais récupéré de cette crise de 2008. Donc, ce que je vais essayer de te dire, c'est que s'ils font la même chose que nous, on a fait en Europe, je connais déjà le résultat. Les marchés financiers, peut-être les marchés d'actifs titrisés, la dette, tout ça, ça va tenir, mais ça va pas relancer l'économie chinoise, d'accord? Créer de la monnaie, ça ne relance pas l'activité. Normalement, c'est l'activité qui augmente et on demande une création de... Voilà, on a beaucoup d'activités, on a besoin de plus de monnaie, on crée de la monnaie. C'est comme ça, normalement, qu'on a une croissance qui est logique et ce qu'avait la Chine pendant toutes ces années. Et là, en gros, on est en train de te dire, je crée de la monnaie, donc ça va relancer l'activité. Non, ça marche pas comme ça. C'est j'ai de l'activité, donc je crée de la monnaie. Je crée pas de la monnaie pour lancer l'activité. C'est une utopie. Donc déjà, je pense que ce plan-là, il va permettre de sauver les actifs financiers. Effectivement, peut-être le marché action et le marché immobilier. Ils vont peut-être nationalité deux, trois gros groupes et basta, mais c'est pas ça qui relance fondamentalement le taux de naissance. C'est pas parce que tu imprimes des billets que les gens vont aller faire quatre enfants, quoi. Donc ça c'est le premier point. Le second point, Philippe, qu'il faut noter, c'est qu'il y a des tensions aussi croissantes entre la Chine et les États-Unis sur le dossier de Taïwan. Tout ça, enfin, qui dit tension dit potentiellement guerre, qui dit potentiellement guerre dit, bah, tu l'auras bien compris, baisse
de l'activité commerciale de la Chine, peut-être des sanctions entre les pays en guerre, hein. Je n'importe plus tes produits parce que je suis en guerre avec toi. Donc, économie qui va prendre, qui peut en prendre un coup, c'est un risque qui existe, c'est un risque réel, Taïwan. Et puis, qui dit guerre dit également, bah, ça coûte cher une guerre, d'accord? Donc, dit potentiellement changement, réorientation de l'industrie qui produit par exemple des voitures électriques vers une industrie qui produirait des missiles et des bombes pour aller soutenir l'effort de guerre. Donc il y a ce risque aussi qu'on ne peut pas ignorer, c'est Taïwan. Et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas ignorer ce risque? Regarde déjà ce qu'il se passe au Moyen-Orient. Actuellement, au Moyen-Orient, ça chauffe entre le dossier Israël, puis maintenant Liban, Palestine, Yémen, je crois qu'il y a l'Iran. Voilà, sachant que Israël est soutenu, je crois, par les États-Unis, les autres pays, majoritairement, c'est Russie et Chine qui les ont. Donc, pareil, si la Chine est sur deux fronts à la fois, c'est-à-dire qu'elle est sur le front du Moyen-Orient plus Taïwan, ça demande beaucoup d'argent. Qui dit demande beaucoup d'argent dit bah, émettre de la dette potentiellement ou puiser dans les réserves. Donc, ils vont devoir dévaluer leur monnaie et réorienter leur industrie parce qu'il y aura potentiellement des sanctions sur les pays en guerre ou pas. Donc, tout ce cocktail fait que pour moi, tu peux injecter de l'argent aujourd'hui si tu analyses le chantier global, enfin l'échiquier géopolitique mondial dans lequel se trouve la Chine actuellement, elle est au cœur et elle est au cœur de plein de problèmes et pour une raison qui est simple. C'est qu'elle est aujourd'hui deuxième puissance économique mondiale et qu'elle compte passer devant les États-Unis. Alors tu me diras, l'écart entre le PIB enfin, des États-Unis et le PIB de la Chine est encore significatif. Maintenant, encore une fois, pour combien de temps? Donc c'est pour ça que pour moi, injecter de la monnaie aujourd'hui, ça va pas. Enfin, on a déjà injecté de la monnaie en Europe, aux États-Unis, c'est pas ça qui a relancé la croissance. Alors, comme tu as cité l'Iran et la Chine, il faudrait quand même rappeler que suite euh, aux efforts de la diplomatie chinoise, Iran, Arabie Saoudite et Émirats se sont en quelque sorte réconciliés. Il y a de nouveau des représentations diplomatiques en Iran et en Arabie Saoudite, alors que les ponts étaient complètement coupés. Euh, L'Iran reste un des gros fournisseurs de gaz et de pétrole de la Chine. Le plus grand gisement aujourd'hui de gaz connu, c'est South Pars, donc sud Persique, partagé avec le Qatar, mais les Iraniens en ont davantage que le Qatar, enfin que les Qataris en termes de gaz. Donc, l'Iran est un gros fournisseur, le second après la Russie, second fournisseur de la Chine, et l'Iran vient d'intégrer, bon, maintenant ça fait 10 mois, donc c'est pas très ancien, mais bon, on est maintenant dans une normalisation. L'Iran fait partie des BRICS. Si Israël bombarde les installations nucléaires iraniennes, et on comprend bien avec les dernières déclarations de M. Netanyahou qui dit je vais libérer le peuple iranien, qui n'attend que ça, naturellement. Euh, Derrière, je ne pense pas que M. Netanyahou ait véritablement comme objectif stratégique de libérer le peuple iranien. Par contre, se débarrasser des installations d'enrichissement d'uranium iranien, là, je pense, oui, que ça, c'est quelque chose qui est récurrent et qui n'est absolument pas, car ça n'a jamais été caché, hein, que l'Iran voulait anéantir les capacités de fabriquer une bombe par l'Iran. Donc, s'il y a un embrasement au Proche-Orient, d'abord, il y a un problème de droit. Est-ce qu'on peut bombarder son voisin et anéantir ses adversaires politiques comme ça, à coups de bombe, au milieu des civils? Est-ce que ça, dans le droit international, ça porte pas un nom? Et est-ce que c'est pas quelque chose qui pourrait ouvrir à des sanctions? Et les Chinois qui se veulent très légalistes n'ont pas manqué, hein, au cours des dernières semaines, de souligner tous les manquements, toutes les entorses au droit international. Si certains se le permettent, pourquoi est-ce que la Chine, à son tour, ne se le permettrait pas, surtout avec, comme tu le citais, Taïwan, considéré comme faisant partie intégrante de la Chine, et
si jamais la Chine un jour dit, mais Taïwan, c'est comme la Corse hein, pour les Français, si les Corses font sécession, moi, je vais remettre tout le monde au pas. Et la Chine, là, elle n'enverrait pas un territoire voisin, elle n'éliminerait pas, si elle le décidait, les leaders taïwanais qui ne veulent pas se considérer comme chinois, parce que les Chinois pourraient très bien considérer que les leaders taïwanais sont des rebelles ou des gens qui sont des ennemis du peuple chinois. Si le droit n'est pas respecté au Proche-Orient et vis-à-vis de son allié iranien, qu'est-ce qui empêchera effectivement, comme tu le dis, à la Chine de déclencher non pas une guerre avec Taïwan, mais de déclencher une opération limitée pour remettre Taïwan dans le rang. Voilà un petit peu pour resituer les choses et surtout, je pense que on tient trop peu compte de l'avis chinois et des alertes et des messages que nous envoie sa diplomatie. Donc, quand tu évoques la guerre avec Taïwan, les gens peuvent se dire, ah, il essaie de nous faire peur, Sylvain, mais je viens de démontrer que c'est toi qui as raison. Ah oui, mais pour moi, enfin, ceux qui pensent que la guerre à Taïwan est une chimère, est une illusion, euh, ces gens-là se trompent gravement parce que les États-Unis ont encore une fois débloqué des budgets pour envoyer du matériel et pour envoyer également des troupes, en fait, hein, tout simplement, une partie de leur flotte navale dans les eaux territoriales taïwanaises, ou en tout cas pas très loin. Et ça, c'est une réalité, hein. Donc, J'imagine la flotte chinoise entourant la Corse. oui, c'est ça. Bah, la Chine a fait des exercices militaires aux alentours, enfin, tout autour de Taïwan pour montrer, pour dire, bon, bah, écoutez, vous voulez jouer, si vous jouez, voilà ce qui se passera. On n'est pas dans le. Je pense on n'est plus dans un scénario où on peut ignorer ce genre de choses. Sachant qu'au Moyen-Orient, si je dis pas de bêtises, Biden, donc le président actuel des États-Unis, a décidé d'envoyer encore une fois de l'argent pour soutenir la guerre Israël-Palestine. Et je crois que Alors, ça veut dire Israël, Palestine, Yémen, Yémen, Iran, enfin donc bref, Syrie. Hein. là, en gros, on est sur un dossier explosif, on est sur un dossier qui est en train de prendre des proportions absolument incroyables. La France, de mémoire, j'ai lu cette information tout à l'heure, comptait dépêcher un navire aux alentours des eaux libanaises pour potentiellement évacuer les derniers ressortissants français sur place. Donc ça veut dire quand même que ça va bien chauffer. Je crois que les États-Unis vont peut-être envoyer soit des troupes, soit une partie de leur flotte navale, si je dis pas de bêtises. Reconfirme-moi l'info, mais il me semble avoir lu ça. Bon, ça chauffe quand même salement au Moyen-Orient, hein. Je veux dire, c'est pas rien. Et le Moyen-Orient, je le rappelle pour les gens qui ne s'en souviennent pas, donc le premier pays producteur de pétrole et en tout cas celui qui a les plus grosses réserves, vous l'aurez compris, c'est le Venezuela, hein, donc Amérique du Sud. Mais juste après, vous avez l'Arabie Saoudite, juste après, vous avez l'Iran, juste après, vous avez les autres pays du Moyen-Orient. Donc, qui dit instabilité, guerre dans cette région, dit forcément pression sur le prix du pétrole. Puis je vous rappelle que le Moyen-Orient, bah, vous avez le canal de Suez entre l'Afrique et le Moyen-Orient, donc pareil, un site logistique qui pourrait, si aujourd'hui il y a des conflits, être perturbé. Ça veut dire des chaînes d'approvisionnement perturbées. Tiens, est-ce que ça ne nous rappellerait pas un dossier? C'est cette histoire de chaîne d'approvisionnement perturbée. Ben oui, ça nous rappelle ce qui s'est passé avec le coronavirus. On avait des chaînes d'approvisionnement qui étaient totalement perturbées à cause des différents lockdowns, donc à cause des différents confinements, ce qui a exercé une pression haussière sur les prix et donc qui a lancé l'inflation chez nous. Eh ben, c'est des risques qu'on ne peut pas ignorer. Ça ne veut pas dire que ça arrivera, ça veut dire que ça peut arriver. Quand ça peut arriver, il faut commencer à se protéger en amont. Peut-être qu'on s'est protégé pour rien, tant mieux, mieux vaut prévenir que guérir. Mais oui, si demain le canal de Suez et si toute cette région-là s'embrasse, si les prix du pétrole montent parce qu'il y a une guerre au Moyen-Orient, eh ben c'est des choses qu'il aura fallu anticiper, mieux vaut le faire en avance. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est pas idiot de prendre une assurance contre justement une perturbation de ces circuits-là et peut-être une baisse des marchés financiers ou une augmentation de certains prix parce que bah, en fait, tout ce qu'on va exporter d'Asie, qui passait par le canal de Suez, qui allait en Europe, bah, ça pourra pas passer par cette voie-là parce qu'il y a la guerre, il faudra peut-être faire autre chose. Donc, il faut commencer à réfléchir à des solutions alternatives.
et se préparer. Si ça arrive pas, tant mieux, on sera préparé pour rien, mais mieux vaut prévenir que guérir. Et si ça arrive, eh ben au moins on est prêt et on subit pas la situation. Ouais. Les marchés, d'ailleurs, bon, font le pari, et c'est un petit peu celui que j'ai fait également pour ceux qui me suivent, enfin qui suivent mes vidéos quotidiennes. J'ai dit que je ne croyais pas à un embrasement du Proche-Orient, tout simplement parce que le nouveau président iranien a précisé que pour lui, il n'était pas nécessaire, je reprends ces termes, d'envoyer des troupes ou du matériel militaire en renfort au Liban. Donc, pas question que l'Iran affronte Israël en one-to-one. Et à peine a-t-il prononcé ces mots que Israël a envahi le Liban. Bah, opération limitée, mais avec 200 chars et des bombardements innombrables. Je ne sais pas où se situe la frontière entre le limité et la guerre full scale. Donc, sitôt que monsieur, le nouveau président, excusez-moi, de l'Iran, son nom m'échappe, a déclaré que l'Iran ne s'impliquerait pas au Liban, immédiatement, Israël a envahi le Liban. Et puis bombardé la Syrie et bombardé le Yémen. Bon, le Yémen, c'est lui qui, pour l'instant, interdit un petit peu aux navires de traverser et de remonter de Ouais, l'océan le Indien vers président la iranien, c'est Méditerranée Massoud par Pezeshkian. le canal de Suez. Mais il y a un autre détroit, et où là, ça pose vraiment problème, c'est que pour l'instant, les pétroliers n'en prennent plus Panama. Pardon, ils n'en prennent plus Suez et ils font le tour de l'Afrique. Mais si demain Israël décide de s'en prendre à l'Iran, puisque l'Iran a l'air de dire bah, nous on veut pas se battre, bon bah boum, il y a d'un seul coup des missiles qui commencent à pleuvoir sur les installations nucléaires iraniennes. Là, je pense que le détroit d'Ormuz sera bloqué. Donc là, c'est pas seulement des bateaux qui font le tour d'Afrique et qui mettent 15 jours de plus pour nous amener le pétrole. Là, c'est carrément le pétrole qui ne sort plus du Golfe Persique. Et là, ça embête beaucoup de monde, ça embête les Européens, mais ça embête surtout beaucoup les Chinois qui, comme je l'ai dit, comptent quand même pas mal sur l'Iran pour obtenir du gaz et du pétrole. Donc ça veut dire que pour l'instant, pas d'embrasement, mais c'est plus dans les mains de l'Iran. On a l'impression que M. Netanyahou veut aller aussi loin que possible, j'imagine avant les élections du 5 novembre, mais le aussi loin que possible, vers quoi ça peut nous entraîner. Et je le répète, il va falloir écouter très attentivement ce que vont nous dire les Chinois, c'est-à-dire en fait Xi Jinping au travers de sa diplomatie et de la presse chinoise, car si on n'écoute pas les avertissements chinois, on va vraiment au-devant de très très sérieux problèmes. Par exemple, si les Chinois cessaient de nous envoyer des conteneurs de pièces automobiles ou de métaux transformés pour notre industrie de pointe, je crains qu'on doive réviser fortement à la baisse nos objectifs de croissance. On pourrait très très bien se retrouver avec des pénuries. Je ne sais pas si tu peux développer un petit peu là-dessus. Eh ben, nos objectifs de croissance qui sont déjà revus à la baisse. Je ne sais pas si on peut en discuter ou on en rediscutera plus longuement, peut-être au cours d'un autre entretien qu'on voulait potentiellement faire ensemble. Mais euh, déjà, tu le vois avec le rapport Draghi, il y a une vraie volonté de vouloir mutualiser la dette européenne et donc de créer un État fédéral européen. Bon, ça, c'est ce qu'on appelle l'UE-RSS. Donc, c'est l'URSS, mais pas rouge, bleu. Hein, c'est les soviets de retour, mais cette fois-ci du côté ouest du mur de Berlin et non pas du côté est. Euh, donc ça, à la limite, j'ai envie de te dire, l'industrie, elle est déjà morte en Europe. Et puis, je te rappelle quand même que l'industrie allemande reposait sur un business model qui n'était pas très compliqué à comprendre. C'était de l'énergie pas chère de Russie, des travailleurs pas chers de l'Europe de l'Est, et j'assemblais des voitures de luxe. Je faisais des médicaments, je faisais plein de trucs que j'exportais ensuite en Chine et un petit peu partout dans le monde. L'énergie étant devenue chère,
ils ont tous les gros constructeurs automobiles allemands et tous les gros industriels allemands ont annoncé des suppressions de postes euh, massives en Allemagne et délocalisent pour une bonne partie aux États-Unis parce que les États-Unis ont de l'énergie pas chère et ont fait des packages, ont proposé à ces industriels de se relocaliser chez eux en ayant accès à tout un tas d'avantages. Donc l'industrie européenne, déjà, Petite n'existe plus. Pour moi, parenthèse, c'est un fantasme d'en parler. toute petite parenthèse, le gaz proposé aux industriels européens qui s'installeraient aux États-Unis, ce gaz est exactement 4 fois moins cher que celui que l'Allemagne importe aujourd'hui, le fameux GNL, qui vient des États-Unis. 4 fois moins cher. Comment on lutte contre ça? On ne lutte pas, on ne lutte pas parce qu'aucun des partenaires commerciaux européens ne peut fournir un gaz à un prix aussi compétitif pour une raison qui est simple, c'est que ça, c'est un produit d'appel d'offres. C'est viens, j'ai de l'énergie pas chère, viens chez moi, tu auras potentiellement des facilités pour installer ton usine, peut-être, après c'est état par état, donc peut-être des avantages fiscaux pendant un certain nombre de temps, etc., en contrepartie de création d'emplois. Mais on ne peut pas lutter. Donc, dans tous les cas, l'industrie européenne, elle n'existe plus. Le continent européen était un continent à la limite qui pouvait se sauver par ses idées et par son innovation. Aujourd'hui, c'est le continent le plus régulé au monde. Donc, dans un environnement où il y a beaucoup de règles, un esprit innovateur, ça n'existe pas. Pour innover, le cerveau a besoin de respirer sans contrainte pour pouvoir justement produire des idées. Mais à partir du moment où, à chaque fois que tu produis une idée, il y a un texte qui te dit comment faire, tu ne peux pas innover. Donc, même les innovateurs, enfin la recherche et le développement, on dit souvent qu'il y a beaucoup de crédits d'impôt recherche en France, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place, de budgets qui sont débloqués pour les chercheurs en Europe. Très bien, à chaque fois que certains centres de recherche ou intellectuels européens arrivent à innover, ils s'exportent immédiatement aux États-Unis parce qu'ils ont accès à des infrastructures, des capitaux et un système aussi réglementaire qui est beaucoup plus souple hein, que nous. Donc, pas d'industrie, pas d'innovation, pas grand-chose en fait, à part des dettes et des retraités. Donc, je ne sais pas forcément comment on va s'en sortir. Donc, pour ce qui est, entre guillemets, de l'industrie chinoise du métal qui nous exportait à nous en Europe, notamment en Allemagne, des métaux pour assembler des véhicules ou toute autre chose, Oui. bah, ça, de toute façon, ça ne se passera plus, hein. Enfin, je veux dire, il y a pas d'intérêt pour ces industriels à continuer à importer des métaux de Chine. Alors moi, tu dis une chose qui est juste, qu'effectivement, les États-Unis conçoivent, innovent, inventent, et nous, on régule, on taxe et on interdit. La Chine, et c'est quand même une économie très dirigiste, en tout cas, elle l'est redevenue avec Xi Jinping. Alors, ça fait Mhm. déjà plus de 12 ans maintenant que la Chine est redevenue une économie planifiée. Maintenant, on le voit, on va diriger, on va reprendre les rênes de la bourse pour la faire monter délibérément. On croirait d'un seul coup que Monsieur Powell vient d'être nommé à la tête de la PBOC. Mais cette économie dirigée, elle produit infiniment plus de brevets que l'Europe. Donc, même, tu dis, il faut être libre et tout pour créer. Les Chinois ne le sont pas complètement. Comment je pourrais appeler ça? La bureaucratie chinoise à côté en Europe, c'est presque Alice au pays des merveilles. Comment se fait-il que les Chinois, malgré cette économie dirigée, cette bureaucratie, produisent autant de brevets et notamment dans la haute technologie, et que nous, on est complètement largués. Je pense qu'on a un double problème. Tu en as cité un, mais je pense même on en a un deuxième. Bah, pour ce qui est des brevets, à mon avis, tu as aussi comme tu dis, c'est une économie dirigée, puis c'est une économie qui a un peuple, une histoire et qui veut et qui a des objectifs bien précis. De toute façon, ils ont racheté tout le continent africain, hein. Il reste plus grand-chose euh, à l'Europe en Afrique. Les terres sont rachetées par les Chinois, les infrastructures sont rachetées par des groupes chinois, donc ils sont partout. Euh, Nous, enfin, je pense pas que ça soit possible en Europe d'innover autant que les Chinois pour une raison qui est simple, c'est que en Asie, tu dis qu'il y a beaucoup de bureaucratie, mais il y a bureaucratie et bureaucratie. C'est toujours pareil. Je pense.
que bon, si tu as été en Chine, si tu as des amis chinois, tu dois aussi le savoir. Il y a toujours possibilité de s'affranchir de quelques règles en général, hein, en connaissant des gens haut placés ou autres. Donc, c'est toujours pareil. Chose que je On pense. peut se faciliter le business, effectivement, avec de bonnes relations avec des gens qui effectivement, mettent le bon coup de tampon. Mettre le bon coup de tampon parce que en fait si vous voulez enfin en Asie et je vais généraliser même si c'est pas bien de le faire mais c'est des cultures où à l'époque il y avait quand même des rois des empereurs donc c'est toujours une culture très on va dire très hiérarchisée donc il y a un chef qui gouverne et si tu connais le chef qui gouverne tu peux toujours s'en sortir. Nous on est plutôt alors nous on est aussi dans ce schéma-là. Le problème c'est que je sais pas, je trouve que c'est pas la même culture. C'est-à-dire qu'en France, on est quand même bien attaché au papier et que même si tu as un chef en haut, ouais, si, je sais pas. Ah, écoute, aujourd'hui, C'est la très Chine, compliqué d'analyser ce dossier parce que il y a effectivement, comme tu le dis, des similitudes. Je suis, je sais pas, est-ce que c'est une volonté du gouvernement de leur part de déposer des brevets, donc ils facilitent le dépôt de brevets, quitte à copier les brevets d'ailleurs ouais, je sais pas. Franchement, je en tout pourrais pas cas, te répondre. Je vais pas te dire de bêtises. Il faudrait que je réfléchisse au sujet et que je puisse le creuser. Mais pourquoi est-ce que les Chinois déposent des brevets et arrivent à mieux innover? Bah, peut-être qu'ils n'innovent pas réellement en soi. Bah, j'ouvre la réflexion. Peut-être que qu'on est juste dans une stratégie où on essaie de déposer tout et n'importe quoi juste pour le fait de détenir des technos sur les autres. Je sais pas. Il faudrait que je réfléchisse. on a eu l'exemple de la France qui a été dans une économie quand même très planifiée. Alors, bon, post-Seconde Guerre mondiale, c'était normal, il fallait reconstruire. Et l'État avait peut-être les meilleures capacités. En tout cas, l'État recrutait vraiment ce qu'on appelait l'élite à l'époque. Des gens qui étaient capables de rebâtir une industrie, qui étaient capables de repenser les villes, etc. On était dans une économie planifiée. On a pu développer le Concorde, on a pu ensuite envisager Airbus, le TGV, etc. C'était planifié. La Chine, aujourd'hui, planifiée, comme on dit, elle a quand même un cap. Pour un capitaine qui n'a aucun cap, aucun vent ne le mènera jamais nulle part. La Chine, même si leur cap n'est pas forcément bon, et quand on voit leur démographie qui s'effondre, on se dit que même qu'ils ont raté quelque chose, il n'empêche que pour le reste, ils continuent de suivre un cap qui est effectivement d'essayer d'abord de développer des relations commerciales, de les consolider avec des pays partenaires, donc BRICS élargi, Afrique, et maintenant jusqu'à Papouasie, Nouvelle-Guinée, île Marshall pour parler de véritables colonies chinoises aujourd'hui. Donc, ils ont vraiment un cap, un plan. Les routes de la soie, c'est un plan. Alors, ça marchera ou ça marchera pas. Néanmoins, c'est quand même un projet, quelque chose qui est fondateur et sur lequel il s'appuie. Et quand on a un cap et qu'on met les moyens pour atteindre ce cap, ben on a vu ça en France, en Allemagne, de 1946 jusqu'à 1973, quand on fixe un cap, eh bien, il y a tous les brevets qui vont avec. Enfin, il y a une concordance entre avoir des axes de développement et avoir des brevets. Aux États-Unis, c'est un autre système, c'est pas du tout dirigiste, au contraire, c'est la Californie où chacun peut bidouiller un truc dans son garage, un jour trouver un financier qui trouve ça génial, et après, vous avez pas un régulateur qui va passer son temps à vous mettre des bâtons dans les roues. Donc là, bah, on dépose des brevets parce qu'on invente, etc., qu'on n'a personne qui vous embête, mais on n'a personne qui vous fixe un cap en disant, attention, là maintenant, aux États-Unis, on a décidé qu'on allait développer les réseaux sociaux ou qu'on allait développer des Google, donc il nous faut un Google, il nous faut un Facebook. Tout ça, c'est fait de façon naturelle. Nous, en Europe, si j'ose dire, on est la synthèse du pire des deux, c'est-à-dire qu'on n'a plus de cap. On nous dit, bah, allez, on va essayer de développer, je ne sais pas, l'IA ou n'importe quoi, mais au moins, on va mettre de l'argent là-dedans. Et alors là, on ne laisse absolument pas les créateurs créer et se développer et trouver du financement, etc. Donc, sans cap et sans liberté,
je pense qu'effectivement, on tient là un petit peu les grandes tares de l'Europe. Et je dirais que c'est peut-être maintenant un petit peu la transition que je voudrais faire vers la situation que connaît la France, puisqu'on avait décidé avant cette interview hein, qu'on allait quand même en dire quelques mots. Une France donc qui est un pays qui est devenu aussi un pays complètement ultra régulé, dans lequel il y a la déclinaison de toutes les directives européennes et tout passe comme une lettre à la poste sans jamais être discuté ni retoqué. Euh, la France, c'est un pays qui n'a plus de cap, qui n'a plus de souveraineté. Sa souveraineté, elle l'a bradée à Bruxelles, à l'Europe. Donc c'est aujourd'hui l'Europe qui gouverne. Et le pire, c'est qu'aujourd'hui, avec von der Leyen, on sait que c'est pas l'Europe qui cherche sa voie ou accéder à sa forme de puissance comme la Chine. L'Europe est aujourd'hui un véritable satellite, voire un pantin des États-Unis. Et je pense que ceux qui te connaissent ont déjà vu effectivement développer cette argumentation que en France, sans souveraineté, il n'y a plus grand-chose de possible. Tout à fait. Tout à fait. Et puis, sans souveraineté, il y a plus d'orientation possible. Et j'aimerais rebondir sur le cap, le fameux cap dont tu parlais. C'est-à-dire que aux États-Unis, ils n'ont pas de cap, mais ils laissent innover. En Chine, ils ont un cap, donc ça oriente, on va dire, entre guillemets, les investissements et les dépôts de brevets. Si, en Europe, et notamment en France, on a un cap, mon cher Philippe, mais il faut juste. C'est tellement, c'est tellement en fait dystopique qu'on l'a juste oublié. Vas-y, vas-y. Notre cap, c'est, tu le sais très bien, hein, c'est l'écologie, c'est le renouvellement énergétique, c'est faire pipi dans la douche, tout ira mieux grâce à ça et payer une écotaxe, ça fera baisser d'1 degré le réchauffement climatique. Et la plus belle illustration de ce dossier, c'est la start-up Insect. Alors, je ne sais pas si tu en as entendu parler. C'est une start-up basée, si je dis pas de bêtises, à Amiens qui a été créé en 2011. Le but, c'est une ferme en fait à insectes. On fait de la poudre à insectes et on ferait des produits, steak ou autres, à base d'insectes et non plus à base de viande animale. La Donc c'est protéine plus, d'insecte. voilà, c'est plus écologique, etc. machin. Et donc ça, par exemple, c'est un projet qui a suscité un engouement public, hein, soutenu par justement la collectivité, puis des investisseurs, et puis même, je crois qu'il y a la BPI dedans à vérifier dans tout ça, donc des fonds publics. On a un projet ici qui a levé un peu plus de 500 millions d'euros, 650, je crois, au plus haut, pour même pas 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, une perte de quasiment 90 millions d'euros, je crois. Enfin, en une année, c'était un dossier absolument désastreux. La société est actuellement placée comment on appelle ça, en sauvegarde, enfin, il y a un plan de sauvegarde en cours. Donc, en gros, bah, ils ont mis 500 millions d'euros, 500 à 600 millions d'euros dans ce projet écologique en mode nous sommes les humains 2.0, on ne mange plus d'animaux, on mange des insectes, c'est super. L'État a adoré le projet. Je J'espère que tous ceux qui ont participé, ils ont eu leur petit sachet Mais très probablement, ils ont dû. d'insectes séchés et salés pour l'apéritif. Ah, mais c'est très, très probablement, ils ont dû avoir leur petit sachet de grillons salés, saveur cacahuète à manger entre amis, bien évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que ça, par exemple, c'est un exemple, l'illustration de la stupidité du cap qu'on cherche à prendre en Europe. Pendant que les Chinois euh, inventent la 5G, alors tu me diras, il y a beaucoup de techniciens qui vont dire oui, mais ça sert à rien d'utiliser la 5G actuellement parce que de toute façon, rien qu'avec la 4G, euh, on a ce qu'il faut, on n'a pas d'installation qui nous permette de bouffer et d'absorber tout ce que la 5G va envoyer. Très bien, aujourd'hui, oui, peut-être que les Chinois développent ce réseau dans justement l'optique de production de machines qui seront plus gourmandes en données et qui pourront absorber ce volume-là. Mais euh, en tout cas, les Chinois inventent la 5G, les Indiens sont partis sur la Lune, c'était quand, en 2023, je crois. Euh, Ils ont posé et un rover, hein. C'est c'est ça? ça, les États-Unis, on peut en dire ce qu'on veut, ils ont récupéré tout le marché de l'industrie européenne. Donc très bien pour eux, ils s'en sortent. Mais voilà, nous, on met 500 à 600 millions d'euros dans des usines de poudre à insectes qui font même pas 4 millions d'euros de chiffre d'affaires. Je veux dire, c'est ridicule, quoi, tu vois. Et des projets comme ça, il y en a plein.
Les fermes, tu vois, tout ce qui est raser des champs entiers pour mettre des éoliennes, puis au final, on se rend compte que ça coûte cher entretenir les éoliennes, puis que c'est pas si écologique que ça. Tous ces trucs-là, tout ce cap, en fait, est pour moi un cap euh, qui est voué à l'échec, parce que c'est pas dans ces pays-là qu'on pollue le plus. Les pays qui polluent le plus, bah, tu regardes, c'est notamment la Chine, l'Inde, et ils en ont rien à foutre. Et puis de deux, même en Chine, je crois il y a déjà des champs de ce qu'ils appellent des fermes solaires. Ça existe déjà, donc ils n'ont pas besoin de nous. Donc même si tu veux inventer une techno, bah, de toute J'ai façon, ils vont la visité la plus copier. grande ferme solaire de Chine, hein, qui est au Xinjiang. Mhm. Donc oui, c'est assez Ouais, c'est énorme. lumineux. Moi, je ne l'ai pas vu par drone. Je l'ai vu après dans des reportages par drone. C'est hallucinant. C'est grand comme Paris, hein. Ouais, ouais. Et, Moi, je et alors, ce qu'ils ont découvert après, c'est que dès qu'il y a un vent de sable, les panneaux se recouvrent bien sûr, de poussière. Et là, ils perdent 40-50% de leur capacité de production d'énergie. Et pour nettoyer tout ça, c'est quelque chose d'assez fabuleux. Là, on a vu en Californie un champ, par contre, là, de panneaux, et en Inde également. Les deux ont eu le même malheur. Un champ de panneaux solaires posés sur l'océan, un détruit par les marées, et aux États-Unis détruit par la grêle. Et bah, des panneaux solaires détruits par la grêle, il faut absolument tout remplacer. Ouais, c'est ça, mais c'est des technologies qui aujourd'hui coûtent très cher. Donc, bon, le cap qu'on prend en Europe d'essayer d'innover dans les énergies renouvelables, moi, je suis pas forcément convaincu. Pour tout un tas de raisons, c'est que je pense que ces innovations viendront d'autres pays. Je pense que ça viendra soit des États-Unis, soit de la Chine, mais très probablement pas d'Europe. Et pour l'intelligence artificielle, bah, quand tu payes un ingénieur 40 000 balles en France et que tu le payes 120 000 dollars aux États-Unis, bah, les plus gros cerveaux iront innover aux États-Unis. Donc je pense que le marché de l'industrie, enfin de l'intelligence artificielle, il sera aux États-Unis. En Europe, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un fonds qui va faire des subventions pour des petits entrepreneurs qui vont créer des projets en Europe. Et puis dès que le projet marchera, bah, ils finiront par aller aux États-Unis parce que de toute façon, c'est C'est plus. c'est ce genre de projet qui pourrait être financé par le plan Draghi, par exemple, hein. C'est 800 milliards par an. Par an, hein. Attention, on n'est pas sur le plan de relance post-crise de 2008, hein. C'était 800 millions one shot. Là, c'est 800 milliards. 800 milliards par an mutualisés. Ah, je sens que ça encore, un truc administré par Bruxelles, bon, je pense que c'est extrêmement prometteur. Ça va forcément mal se passer. De toute façon, la base de l'entrepreneuriat et de l'innovation, c'est laisse-moi tranquille et foutez-moi la paix, je trouverai une solution. Enfin, c'est comme si, en fait, on mettait des carrés dans des ronds, ça n'a aucun sens. Euh, Quand tu es dans une optique d'une entreprise bien structurée comme à l'école, oui, tu me donnes, le professeur me donne de l'aide et j'arriverai à finir mon exercice de maths, mais la base de l'innovation, de l'entrepreneuriat, de la création, c'est je suis tout seul, j'ai un problème, ce problème, il est douloureux, donc j'ai envie de le résoudre, et ben je le résous parce que j'ai pas d'autre choix que de le résoudre. D'accord? C'est comme ça qu'ont été créées les grandes sociétés. C'est pas Facebook, c'est pas créé parce que le gouvernement américain a créé un fonds dédié, comme tu disais, à la communication entre universitaires et gens de lycée, quoi, tu vois. Ça a été créé parce que le mec s'est dit, voilà, je pense hein, très probablement qu'il voulait séduire des nanas. Il a créé un réseau pour avoir un book de nana énorme. Et puis c'est comme ça que Zuckerberg a ensuite dérivé sur Facebook. Donc créer un fonds pour l'intelligence artificielle, quelle idée stupide en fait, tu vois, c'est de l'argent qui va partir dans des projets absolument nuls. Ces projets vont, pour 90% du temps, ne donner absolument rien, vont partir dans les poches par contre des gens qui sont à côté du robinet, hein. C'est toujours pareil. D'accord. Qui est à côté du robinet des subventions bénéficiera d'un seau bien rempli, même si ses idées sont idiotes. Et voilà, donc à part gaspiller de l'argent et finir par le donner à des gens qui soit vont frauder, soit vont utiliser ces subventions et rien en faire, je vois pas l'intérêt. Donc non, au lieu de... Voilà, j'ai une alternative parce que c'est bien de critiquer, c'est bien d'apporter des solutions. Au lieu de prendre l'argent des Européens et de dire je vais financer des projets à hauteur de 800 milliards, mais ben, baissons la fiscalité à hauteur de 800 milliards.
dans les deux cas, je perds, hein. Je prends 800, je perds et je dépense 800, ça fait moins 800. Et ben dans l'autre cas, c'est j'ai zéro, et ben je m'assois sur 800. Voilà, ça revient au même. Mais baissons la fiscalité sur les créations d'entreprises qui font de l'intelligence artificielle. Les meilleures arriveront à survivre et les moins bonnes, bah, de toute façon, crèveront dès le début parce que c'est pas une question de fiscalité. Si elles sont mauvaises, elles survivront pas un an. Je préférais à la limite partir sur une solution où j'allège les conditions de vie et de travail de ceux qui vont, qui vont innover, qui vont travailler, plutôt que d'aller donner la béquille à des chercheurs. Voilà, je pense que ça serait mieux. Bon, après, bon, chacun fait Je ce te qu'il veut. pose une question. Bon, alors là, je m'adresse à Sylvain, l'investisseur, parce que là, tu aides beaucoup aussi ta communauté, hein, pour les Mhm. investissements. Est-ce qu'en Europe, aujourd'hui, les entreprises américaines qui innovent, on les connaît, hein, donc on va rester là, puisqu'on parle de l'Europe, on va essayer d'être un petit peu optimiste. Euh, Est-ce qu'en Europe, tu vois des entreprises que tu conseillerais là, à ceux qui nous écoutent aujourd'hui, en disant, bon, ceux-là, bon an, mal an, malgré toutes les lourdeurs de l'Europe, les lourdeurs administratives, réglementaires, ils arrivent quand même à s'en sortir. Et si, par miracle, l'Europe devenait moins tatillonne, ils pourraient encore accroître fortement leur profitabilité. Quelles sont les entreprises que tu regardes aujourd'hui? Bah, moi, je regarde même plus d'entreprises européennes. Enfin, enfin, sur le marché coté, hein, je parle, hein, sur le marché non coté, il y a toujours des belles choses à faire parce que c'est un marché qui est différent. Et sur le marché coté, au final, les seules entreprises françaises qui marchent bien, bah, tu le vois, hein, c'est des entreprises qui réalisent leur chiffre d'affaires à l'étranger. Que ce Luxe. soit, que ce soit LVMH qui aujourd'hui dont la capitalisation baisse, mais en soi, enfin, il n'y a rien de méchant, hein, ça, c'est cyclique, un jour ça monte, un jour ça descend. Le marché chinois est un gros marché pour LVMH, il est en ralentissement actuellement, donc forcément il souffre. Mais Total, c'est pareil, ils font beaucoup de chiffres à l'étranger. Il menace d'ailleurs d'aller faire coter l'action de l'entreprise ailleurs. Mais moi, j'irais que sur des entreprises qui sont internationales et qui réalisent leur chiffre d'affaires dans des zones économiques en croissance. Je veux dire, si l'Europe va mieux, ça n'existe pas en fait. L'Europe n'ira pas mieux dans les 5 à 10 prochaines années. C'est un travail qui va prendre 20-25 ans. Je veux dire, quand l'URSS est tombé, la Russie, enfin, et les pays soviétiques ne sont pas allés mieux en 5 ans. Ça a pris une génération, 20-30 ans. Donc, dans 20-30 ans, j'aurai quel âge? J'aurai 60 ans. Tu vois, je serai vieux, donc, sans vouloir te vexer, mon cher Philou, mais ce que je veux dire, c'est que, il y a tellement de choses à faire entre-temps, quoi. Plutôt que d'espérer, à la fin de notre vie, avoir quelque chose, autant vivre le présent et au jour le jour. J'irai sur des entreprises françaises qui réalisent leur chiffre d'affaires et dont le chiffre d'affaires est réalisé majoritairement dans des zones en croissance, à savoir à l'étranger, en Asie, en Amérique du Sud, On les connaît, aux hein. États-Unis. Et aux États-Unis. C'est les éternels, Air Liquide, Schneider, même aujourd'hui, des groupes comme Sodexo, ça fait 90% de son Mais chiffre ça, c'est des entreprises. Et, international. et- Mais et ce que c'est la je, seule raison, et c'est la seule raison, Philippe, pour laquelle ces entreprises aujourd'hui se portent très bien en bourse et ont une capitalisation aussi intéressante. Si elles avaient 90% de leur chiffre d'affaires qui était généré domestiquement, c'est-à-dire en France, elles vaudraient absolument rien. D'accord? les, Ça, il faut se comprendre. des small cap, hein, le CAC, bon, Mhm. c'est un des seuls indices européens qui reste aujourd'hui à 5-6% de ses records, puisque le DAX vient d'en battre plusieurs consécutivement fin septembre. La bourse espagnole a également battu son record le 27 septembre. L'Eurostoxx est à un petit pourcent de ses records. Bon, nous, on a le problème politique qu'on connaît et on est un petit peu en retrait à cause de l'incertitude. En fait, c'est des indices composés de grandes valeurs internationales, donc elles répondent exactement à la définition que tu en donnes, c'est-à-dire des boîtes qui sont surtout exposées sur des pays où il y a de la croissance. Et c'est vrai que nos PME, enfin nos PME cotées, il y en a pas énormément, hein. Les small caps, ça ne redécolle pas. Il n'y a pas eu de rattrapage au cours des semaines qui ont suivi le petit trou d'air qu'on a eu
début août avec les Japonais là, qui ont monté les taux, personne s'y attendait. Depuis, les indices boursiers ont repris plus de 10%, pas les small caps. Alors, je voudrais faire une transition parce que tu as effectivement évoqué la France. Là, aujourd'hui, si j'ose dire, le seul cap que suit la France, on écoute le gouvernement, c'est cap sur la réduction des déficits. Bon, j'ai lu un petit peu ce que tu as publié. Euh, je pense que tu as T'as sérieusement crainte que les ponctions. Alors, bien sûr, il y a le tabou hein, des hausses d'impôts. Regardez ma main droite, elle ne vous prendra pas un euro d'impôt. Par contre, ma main gauche, elle a 266 taxes et impôts particuliers sur lesquels elle peut vous faire les poches. Donc, là, on s'en va probablement vers l'alourdissement de la fiscalité et surtout la perte de pouvoir d'achat. Est-ce que tu as quantifié ça et est-ce que tu as quelques recettes pour s'en sortir face à ce fameux cap sur la réduction des déficits, donc sur collecter plus de recettes fiscales? Alors, moi, j'ai plutôt une approche différente. Enfin, ce déficit, je pense pas qu'on va le combler en augmentant les impôts pour une raison qui est très simple. On a déjà un des taux de prélèvement obligatoire parmi les plus élevés des pays de l'OCDE, voire même, je crois, le plus élevé des pays de l'OCDE. Et au monde, euh, c'est absolument ridicule. Ça veut dire que en France, on est déjà dans un des pays les plus taxés au monde, d'accord? Et j'ai pas envie de dire le plus taxé au monde parce que ça se joue, ça change en permanence, mais parce qu'il y a les pays du Nord aussi qui sont pas mal, mais c'est déjà en fait, on fait déjà trop la poche aux gens, donc ça veut absolument rien dire. Ça veut absolument rien dire d'augmenter les impôts parce qu'en fait, on prend déjà trop sur les gens. Le déficit, il est construit de sorte à ce que, en fait, il provient majoritairement des dépenses sociales, donc retraite en premier, santé en second, et des intérêts de la dette, hein, parce qu'on a été suffisamment con pour émettre des emprunts indexés sur l'inflation pile au moment où l'inflation allait exploser, tout le monde le savait, mais apparemment pas nos dirigeants. Alors, soit ils le savaient sciemment et c'était un cadeau aux copains. Ah, bien sûr Euh, que c'est un cadeau. Enfin, on c'est sait tout, très hein, très bien qu'il y a quelques oui. très 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 gros fonds qui sont extrêmement friands de ces émissions dont le rendement évidemment a explosé avec l'inflation, et ça leur fait, on va dire, un petit bonus qui leur donne envie de continuer d'acheter des trucs moins sexy, comme des OAT à 5 ans, etc. Voilà. Donc, Voilà. c'est comment ça Donc fonctionne. ça en fait, en gros, qu'est-ce qu'on a fait? C'est on a fait des cadeaux aux copains, mais du coup, la note, on l'a laissée aux Français. Mais la note, on peut pas la payer avec ce qu'on produit nous, parce que déjà, ce qu'on produit nous, il y a pas grand-chose. On produit que dalle. Je vous rappelle que dans la méthode de calcul du PIB, vous avez la drogue, vous avez les prostituées, vous avez tout. Vous avez tout et n'importe quoi. Donc, ça veut rien dire en fait. Donc l'activité, elle est pas bonne, elle n'est pas en croissance, donc augmenter des taxes sur un pays qui n'est déjà pas en croissance, je vois pas ça veut juste dire taper dans l'épargne des gens, hein, enfin, En plus de ça, les euh, taxes, il faut bien préciser que si l'État dit, regardez, avec ma main droite, je ne vous prendrai pas un euro d'impôt, mais avec la main gauche, j'actionne tous les leviers des taxes, notamment des tas de trucs extrêmement techniques que les entreprises payent, que les collectivités locales payent, etc. À un moment, qu'est-ce qui se passe? Cette taxe que l'entreprise doit verser, elle va la répercuter sur le consommateur final. Donc, quelque part, les taxes sont inflationnistes. Ce qui est extraordinaire, c'est que là, on obtiendrait donc des taxes qui nous privent de pouvoir d'achat et qui donc plombent la croissance et qui, de l'autre côté, renchérissent le coût des biens et services. Donc, autrement dit, la taxe, c'est surtout de la taxeflation qui nous attend. Je pense que c'est un petit peu ça le problème. Puis moi, j'ai regardé autre chose aussi, mais je pense que ça ne t'a pas échappé. Donc, on dit aujourd'hui, là, dans les 6,2 ou 6,4% de déficit, il y a d'un côté, effectivement, les déficits, régime des retraites, train de vie de l'État, collectivités locales,
qui n'ont plus l'alimentation par les taxes d'habitation, il n'y a plus que les taxes foncières qui ne touchent que les propriétaires. Donc les collectivités locales sont aujourd'hui privées d'une partie de leurs recettes. Et là, ce qu'on voudrait cacher en réalité, c'est que il y a un éléphant dans le corridor, parce que tout ça, les retraites, etc., c'est ce qu'on peut imputer aux particuliers, aux contribuables. À l'échelle locale, il n'y a plus assez de recettes et soi-disant, les communes, les départements sont trop dispendieux. Donc, c'est vous, particuliers, qui consommez trop de prestations sociales, qui avez besoin de trop d'aides diverses. Et en réalité, les cadeaux faits aux entreprises, le fameux CICE, les allègements de charges, eh bien, en fait, c'est 60% du déficit. Euh, je pense que là, vraiment, il faut marquer un blanc. Les déficits issus des dépenses sociales, c'est 40%. Le déficit de recettes par les cadeaux faits aux entreprises, c'est 60% du déficit. Je pense que c'est effectivement peut-être de ce côté-là qu'il faut qu'on regarde et qu'on agisse. Alors maintenant, bien sûr, j'entends l'objection, bah oui, mais si vous réalourdissez ou si vous privez les entreprises de tous ces allègements dont elles ont bénéficié, et c'est de l'ordre Oui. de 100 ou 120 Euh, milliards par an, évidemment, les mhm. entreprises seront moins compétitives. Alors, tout dépend de quelles entreprises. Si tu parles des allègements du type CICE, crédit d'impôt recherche là, et compétitivité, apparemment, oui, effectivement, ça c'est un impôt, enfin c'est un crédit d'impôt qui n'a pas été très productif ou qui n'a pas espéré en fait ce que le gouvernement en attendait. Mais en même temps, le gouvernement, il devrait juste comprendre une chose, c'est qu'il devrait rester à sa place. Sa place, c'est d'administrer, c'est-à-dire faire des papiers et foutre la paix aux gens. C'est pas d'aller réfléchir à comment relancer l'économie. Ils sont pas suffisamment intelligents pour le faire. S'ils étaient suffisamment intelligents pour le faire, bah, ils auraient déjà une entreprise et ils seraient déjà en train de diriger une entreprise, hein, ou un gros groupe, mais ils ne seraient pas en train de vivre au crochet de l'État et d'avoir un boulot de fonctionnaire. Donc ça, c'est mon avis le plus sincère, hein, c'est le gouvernement n'a pas à s'immiscer dans tout ce genre de projet, n'a pas à créer des taxes ou des crédits d'impôt. Voilà, il devrait rester à sa place, collecter un petit peu d'impôts, faire quelques papiers et foutre la paix aux gens, un peu comme en Suisse, quoi. Donc, moi, si tu veux, je ne pourrai jamais et je ne serai jamais d'accord sur le fait d'augmenter la fiscalité des entreprises parce que pour moi déjà elle n'est pas intéressante en France. Alors oui, tu me diras, on est passé de 33% d'impôt sur les sociétés à 25 et 15% en dessous de 50 000 euros. Super, hein, j'ai envie de te dire, enfin, tous les pays, enfin, une majorité des pays dans le monde ont une fiscalité tout aussi avantageuse. Et puis surtout, on ne peut pas déduire grand-chose sur les entreprises en France. Donc en soi, dans d'autres pays, ils ont une fiscalité sur l'impôt sur les sociétés qui est plus élevée. Ils peuvent avoir le droit à des déductions beaucoup plus importantes que nous. Nous, en France, un chef d'entreprise ne peut pas s'acheter un costume avec l'argent de sa société. Dans d'autres pays, c'est possible. Donc, c'est un exemple idiot parmi tant d'autres, mais c'est juste pour vous montrer que oui, ça coûte pas cher en IS. Enfin, pas cher, tout est relatif, hein. Mais par contre, derrière, en face, bah, le revenu imposable de cette IS, il est quand même élevé parce que les déductions ne sont pas non plus infinies. Alors que dans d'autres pays, l'IS est plus élevé sur le papier, mais les déductions sont tellement énormes qu'au final, il y a très peu de revenus imposables à 33%. Donc, Donc, cette histoire de CICE et ces exonérations dont bénéficient les entreprises à hauteur de plus de 100 milliards, 100 milliards, c'est quand même de non, mais l'argent. regarde, par exemple, C'est une façon de rétablir quelque part une sorte l'injustice, oui. d'équité par rapport à d'autres entreprises à l'étranger qui, elles, et notamment aux États-Unis, se servent effectivement de toutes les possibilités de déduction Mais fiscale. c'est tout à fait simple, Philippe. À un moment donné, tous les grands pays qui performent bien ont des systèmes de taxes qui ne sont pas forcément élevés et gèrent correctement l'argent des citoyens. Nous, on a un système de taxes très élevé et on gère mal l'argent des citoyens et notre seule réponse est de remettre de la taxe sur de la taxe. C'est un système qui ne marche pas. Donc, à un moment donné, quand les gens comprendront ça, euh, peut-être qu'on avancera. S'ils ne comprennent pas, bah, tant pis, hein, on finira juste comme la Grèce, on va se prendre une austérité sur austérité, puis les gens finiront par délocaliser ceux qui peuvent, et puis d'autres finiront par travailler au black, hein, parce que c'est ce qui se passe en Grèce, hein. Soit les gens travaillent au Italie black, aussi, hein.
soit voilà. Sauve Donc l'Italie, c'est ce qui sauve la croissance italienne, en fait. voilà, donc en fait, les gens travaillent Partie, soit toute au une max, partie soit ils qui se barrent. échappe. Donc, ouais, voilà, donc les grosses entreprises et les entrepreneurs qui peuvent, ils délocalisent. Les petits qui peuvent pas, bah, ils vont bosser au black. Donc au final, tu auras un gros taux de taxe, personne ne le paiera. C'est absolument ridicule. Donc l'État est encore une fois en train de se tirer une balle dans le pied. Et pour le coup, il n'a aucune excuse parce qu'on a vu ce qui s'est passé en Grèce, on voit ce qui se passe en Italie. Et pourquoi ça serait différent chez nous? Bah, voilà, je veux dire, la France, la Je France complète ta a question. récemment emprunté sur les marchés financiers à des taux supérieurs à la Grèce. C'est quand même Voilà, c'est ça. un La fait question que tu as historique. posée, tu parles de la Grèce. Aujourd'hui, le 10 ans portugais, il est, je crois, 20 points en dessous du 10 ans français. Espagnol, c'est presque à parité. Le 5 ans grec, c'est 20 points de moins que le 5 ans Oui, français. on Est-ce que, emprunte plus cher est-ce que que la tu Grèce, penses que la c'est France peut c'est se dire. retrouver dans le même état que la Grèce, c'est-à-dire avec une baisse moyenne du niveau de vie de 25% dans 5, 10 ans? Et il n'y a pas besoin d'attendre 5 ans, Philippe, hein. On est déjà en train de vivre une baisse de notre qualité de vie. Alors, euh, depuis le Covid, tu le vois très bien, les gens ont une qualité de vie qui est moins bonne. Il y a des gens qui font un repas dans la journée au lieu de deux, ou trois, ça dépend de comment vous mangez. Enfin, ce que je veux dire, c'est que la baisse de la qualité de vie, c'est pas dans 5 ans, c'est déjà le cas depuis 4 ans. D'accord? C'est déjà le cas depuis 4 ans. On a décidé, en émettant autant de milliards d'euros, je crois que c'était 800 milliards le plan de relance européen. On a décidé, quand on a imprimé autant d'argent, de sacrifier l'épargne des Européens, de sacrifier leur pouvoir d'achat. En fait, on a tué la classe moyenne en 2020. Donc, c'est déjà le cas. Et Michel Barnier, aujourd'hui, est le Premier ministre de la France. C'est quelqu'un qui va mettre en place, qui va appliquer un certain plan d'austérité voulu par Bruxelles qu'on ne pourrait pas appliquer aussi ouvertement que si c'était annoncé par Bruxelles. Et voilà. Mais c'est ce qu'il va faire, en fait, hein. Quand il te dit qu'on doit réouvrir les discussions autour des hausses d'impôts. En gros, il te dit, bon, écoute, Bruxelles a dit ça, moi j'aime bien Bruxelles, donc on va faire ça, et puis vous allez la fermer, parce que de toute façon, on est surendetté à cause de vos Et conneries. comme bien sûr, Et c'est tout. ça sera ciblé et temporaire. Bon, ce qu'on doit Oui, traduire comme la évidemment par CSG. ciblé, ça va finir par se généraliser et Oui, le oui. temporaire va devenir évidemment du définitif. Bah, comme la CSG, on a une notion de temporaire assez spéciale, hein. C'est-à-dire que la CSG était temporaire, et puis l'impôt sur le revenu a été créé après la Seconde Guerre mondiale. Il était temporaire, il était censé aider la reconstruction de la France après la deuxième Grande Guerre. Première, c'est la première. L'impôt La sur le première, revenu, oui, c'est la excuse-moi, première. oui. Après la première. Donc, temporalité, bon, ça fait déjà 100 ans. Donc, si tu veux, j'ai un peu du mal à faire confiance à Michel Barnier quand il nous dit voilà, que les hausses d'impôts seront temporaires. Il n'y a rien de temporaire. Je veux dire, voilà. Ou alors temporaire à l'échelle de la vie de la Terre, hein, à l'échelle de peut-être plusieurs milliers ou millions d'années, mais pas à l'échelle de plusieurs années. Alors, donc là, question que je me pose et que doivent se poser ceux qui nous regardent, euh, est-ce qu'on laisse notre argent en France? Qu'est-ce qu'on fait si on a un patrimoine un peu classique de Français, pas riche, mais qui a un patrimoine un petit peu inférieur au seuil de l'IFI? Euh, Est-ce qu'on garde son immobilier? Est-ce qu'on remet de l'argent sur les actions? Euh, Mhm, Qu'est-ce que tu ferais là? Parce que là, moi, je t'avoue franchement que quand je vois ce qui se dessine, hein, forcément, on va venir s'en prendre à l'épargne d'une manière ou d'une autre pour ceux qui ont de l'épargne. Les retraités, on va leur désindexer leur retraite quasi-certitude. Euh, les services publics, avec des économies, des mesures d'économie, vont encore moins bien fonctionner qu'ils ne fonctionnent en ce moment. Il y aura encore moins de juges dans les tribunaux, moins d'infirmiers et de médecins de garde dans les hôpitaux. Il y aura moins de profs dans les collèges et les lycées. Moi, quand je vois ce qui se dessine, j'ai très très envie quand même de me délocaliser. Essaie de m'en dissuader. bah, je ne t'en dissuaderai pas. Parce que je pense que tu as bien raison.
Non, mais écoute, qu'est-ce qui nous attend en France de toute façon? On a trois choses qui nous attendent. Sur le plan social et humain, le plus important, on est à l'aube d'une guerre civile pour moi. Donc déjà, ça c'est peut-être le problème numéro un avant de penser au sous. C'est déjà de voir si on est dans un pays qui s'aime en fait, hein, un pays, un peuple qui s'aime. Aujourd'hui, je pense qu'on est sur un peuple qui est déchiré en plusieurs factions, qui se détestent. Et on va terminer un petit peu comme au Liban. Macron a magnifiquement réussi son œuvre Oui, de il a diviser pour mieux divisé, régner, hein. il a divisé pour mieux régner, enfin, c'est machiavélique, mais ça a marché. On a un peuple français aujourd'hui qui, de toute façon, ne s'aime plus, d'accord? Donc ça, c'est peut-être le premier point, moi, qui me dérange. Enfin, je suis un enfant des années 90, jusqu'à 2015, ou 2000, ouais, 2015, je veux dire, bon, le peuple allait plutôt bien, quoi. Il y avait pas, bon, même s'il y avait la crise de 2008, on s'aimait tous les uns les autres, on avait envie d'avancer ensemble. Bon, à partir de 2017, 2018, ça a commencé à déraper. Puis après, il y a eu la crise des Gilets jaunes. Et en fait, la crise des Gilets jaunes a été le début de la fragmentation de la France qui ne s'est jamais ensuite remise de cette première fracture, hein. Et ça ne fait que s'intensifier. Donc, c'est riche contre pauvre. Ensuite, c'est étrangers, français d'origine étrangère contre français de souche. Ensuite, c'est religion machin contre religion machin. Bon, ça n'en finit plus. Donc, si tu me dis, Sylvain, dissuade-moi de partir de la France, bah, écoute, oui, reste, mais à ce moment-là, est-ce que tu aimes les climats un peu tribaux comme ça, où on est chacun dans sa tribu? Bon, je trouve que ça fait un petit peu Moyen-Âge, quoi. La France vaut mieux. Donc, ça, c'est sur un point peut-être humain. Sur un point financier, donc, on va parler maintenant d'argent, de sous, hein. Peut-être que c'est ça qui nous intéresse ici. Sur un plan financier, bah, c'est un État qui est surendetté. Donc, que peut-il se passer? C'est la faillite. Bon, ça, on refusera de faire faillite. Donc, la spoliation de l'épargne par l'inflation et partout en fait, hein. On fera de l'inflation, on mutualisera la dette, on rachètera de la dette pas chère, on coupera dans les dépenses, on coupera dans les prestations sociales, retraite, santé, etc. Bon, il n'y a que le pire qui nous attend. Voilà, les plus belles années de la France, 70, 80, 90, bon, c'est fini. 2000 à 2010, c'était un peu la transition, le pic avant 2008. Depuis 2010, c'est la chute, et depuis 2020, c'est l'accélération de la chute. Donc, d'un point de vue financier, pas grand-chose à attendre. Donc, j'ai envie de te dire, mon cher Philippe, si d'un point de vue humain, il n'y a pas grand-chose à attendre et d'un point de vue financier, il n'y a pas grand-chose à attendre dans les années à venir, bah, quel intérêt? Quel intérêt, sachant que le pays que tu as connu, il n'existe plus. Donc, si tu étais attaché à ton pays, mais il n'existe plus, ça veut rien dire. Parce que la France, ce qui fait que la France est la France, c'est pas la terre. La terre, tu peux la retrouver partout ailleurs. C'est l'esprit, c'est la culture, c'est le dynamisme, c'est l'envie de râler, mais d'avancer ensemble. C'est tout ça qui fait l'esprit français. Mais vu qu'on l'a tué et qu'on a remplacé tout cet esprit par de la bureaucratie, des taxes, des clans qui se détestent pour des raisons absolument idiotes pour la plupart du temps. Bah, vu que tu as perdu cette espèce de bon esprit, de bonne ambiance, de liberté, on rigole ensemble, on n'a pas trop de pression, parce que c'est ça qui faisait la beauté de la France, c'était la vraie liberté pour le coup, la liberté des années 80. Alors moi je parle que des années que j'ai connues, 90, mais mon père m'a bien dit que dans les années même 70-80, c'était les plus belles années de la France, hein, il vraiment s'éclatait. Bah, vu que tu as perdu ça, qu'est-ce qui te reste, quoi? Tu vis dans un monde ultra régulé, ultra taxé, surendetté, avec des clans qui ne s'aiment pas, et tu dois choisir en plus un camp. Tu peux pas dire, bah moi j'aime tout le monde. Les gens te forcent à prendre un camp. Donc tu es obligé d'apprendre à détester des gens. Ah bah tiens, moi je suis riche, toi t'es pauvre, je te déteste maintenant. Enfin, tu vois, désolé Philippe, mais j'ai pas envie de te retenir là-dedans. J'ai envie de te dire, va quelque part de positif, va dans des zones économiques en croissance, va dans des zones économiques ou des zones humaines où les gens s'aiment bien les uns les autres, sont tolérants, et voilà, quoi, c'est tout. Il y a C'est mon analyse, c'est une mon certaine analyse pragmatique, hein, humilité, vraiment. une Mais certaine humilité. j'accepte le fait que les gens voient le dossier différemment, hein. Là, je vous présente juste mon point de vue. Je dirais une certaine forme de, de regarder un peu dans la même direction, même si effectivement on n'a pas les mêmes religions, pas la même couleur de peau, on regarde dans la même direction. Et là, pour reprendre les mots d'un homme politique, je crois, du XVIIIe siècle, c'était il y a pire que l'exil, c'est de retrouver son pays et de ne plus rien y voir de ce qui nous le faisait aimer.
Voilà, et je pense que, enfin, moi, c'est le sentiment que j'ai, c'est que je ne retrouve rien 30 ans après de ce qui me faisait aimer mon pays, avec évidemment toutes les imperfections qu'on connaissait à l'époque, mais qui aujourd'hui apparaîtraient presque comme des enfantillages. Alors là, on est ensemble depuis bientôt 1 heure et demie, et donc il faut qu'on conclue maintenant sur des conseils pratiques. Je vais quand même te laisser vraiment la parole maintenant, hein. C'est toi qui va terminer, et donner un petit peu tes conseils. Je te pose juste quelques questions. J'ai un petit peu d'argent, mettons, j'ai fait un héritage. Qu'est-ce que j'en fais aujourd'hui? Est-ce que je me remets dans l'immobilier pour essayer de compléter mes revenus? Est-ce que je me mets sur un portefeuille PEA? Ce qui veut dire que là, il faut que j'ai essentiellement des actions françaises, ou alors je m'en fous du PEA, je mets des actions américaines, des actions, je ne sais pas, coréennes, japonaises, tout ce qu'on veut, et j'ai de l'or et de l'argent. Est-ce que je renforce ça, ou est-ce que le rallye de l'or et de l'argent est peut-être maintenant un peu terminé? Donc voilà, immobilier, actions, or, argent. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu conseilles à ceux qui nous écoutent? Alors, on part toujours de la base. De la base, c'est quelles sont vos compétences. Si vous ne savez pas faire de l'immobilier, des actions et que vous n'avez aucune compétence en investissement, de façon générale, le truc à faire, c'est d'aller se former, hein. C'est déjà d'apprendre un petit peu comment fonctionne, entre guillemets, votre portefeuille et comment créer votre portefeuille. Pour deux raisons assez évidentes. Si vous n'avez aucune compétence dans l'investissement et que vous engagez quelqu'un pour gérer votre patrimoine, vous ne saurez pas s'il fait du bon ou du mauvais travail, vu que vous n'avez, par définition, aucune compétence. Donc, première étape, se former, parce que, je dis une bêtise, vous avez 200 ou 300 000 euros dont vous avez hérité. Bon, l'inflation, on va dire qu'elle est actuellement quand même assez élevée, hein, on va dire entre 3 et 5%, on va prendre une moyenne à 4. Bon, bah, 4% d'inflation sur 300 000 euros de cash, ça fait 12 000 euros de pouvoir d'achat de perdu chaque année, hein. C'est l'inflation qui vous bouffe ces 12 000 euros. C'est 1 000 euros par mois de perdu. Donc, votre manque de connaissances, il vous coûte 1 000 euros par mois, 12 000 euros par mois, par an de pouvoir d'achat. C'est énorme. Donc, première étape, déjà se former et augmenter ses compétences pour ensuite, pourquoi pas déléguer la gestion à quelqu'un d'autre ou la garder vous-même. Mais voilà, ça, c'est un prérequis. Quand on a de l'argent, on est obligé de savoir le gérer. Sinon, en fait, ce qui se passera, c'est que bah, vous allez perdre cet argent en faisant des erreurs et il ira dans les mains et dans les poches de quelqu'un qui sait mieux le gérer que vous et qui le comprend mieux. Première étape, on apprend le manuel. Donc, avant de conduire une voiture, on apprend à conduire, on lit le manuel et puis ensuite on prend le volant. Ensuite, seconde étape, je pars du principe que vous avez des connaissances et que vous savez investir non pas comme un expert, mais comme quelqu'un de normal. Très bien. Alors, deux situations. Soit vous êtes déjà très âgé, auquel cas vous avez moins de 10 ans devant vous d'horizon d'investissement, auquel cas ça ne sert à rien d'aller se lancer sur de l'immobilier, parce que quand vous achetez de l'immobilier, pour amortir les frais de notaire, pour que le marché immobilier se reprenne, ça va prendre peut-être une bonne dizaine d'années, je pense. La crise financière de 2008, c'est très simple. Le marché immobilier s'est ratatiné en moins de 2 ans. Il a mis 5 à 7 ans à se reprendre et à retrouver des niveaux convenables et voilà, 10 à 15 ans avant de battre des gros records. D'accord? Donc, c'est un marché pour des gens qui ont du temps et qui peuvent investir sur le temps long. Donc, si vous avez une quarantaine, vous voulez prendre votre retraite à 60 ans, ok, faire de l'immobilier, c'est pas idiot. Par contre, attendez-vous à ce que la performance se fasse dans le temps long. Attendez-vous à acheter de l'immobilier dans un pays en tension, dans une devise, l'euro, qui n'est pas la meilleure, hein, ouais. Et trois, avec comment on appelle ça, avec toutes les taxes et les régulations qui vont avec, vous avez de plus en plus de réglementations sur ce marché, d'accord? Donc, il vous faudra mettre beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts pour effectivement un patrimoine qui sera intéressant à la fin, mais beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts. Donc, il ne faut pas mettre tous ses œufs là-dedans. Il faut mettre une partie dans de l'IMO pour de la retraite, mais j'irai pas faire un all-in sur l'immobilier comme en 2010. Et parce qu'il y a que voilà, En 2010-2020, 2010, c'est en l'âge d'or 2010, de l'immobilier. en 2010, tu n'avais pas les DPE. Non, mais oui. Et puis Ah, la voilà, fiscalité était plus tu n'avais douce. pas les nouvelles réglementations sur l'interdiction du gaz, du fuel. Enfin, moi, ce qui m'effraie dans l'immobilier, c'est que, enfin, il n'y a pas une année où on te pond pas un nouveau truc
qui t'oblige soit à faire une remise à niveau de ton bien, ou tu es pénalisé fiscalement, ou tu peux plus louer, ou Voilà, mais la c'est pour notion ça que de propriété est complètement remise en cause. On voit par exemple avec les lois, je dirais presque pro-squatter, je pense que la propriété privée, en France, c'est une des plus limitatives et les contraintes sont les plus élevées. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, l'immobilier, bof. c'est pour ça que c'est un marché très spécial pour des gens qui ont voilà qui ont de l'énergie, qui ont du temps à mettre là-dedans et qui peuvent mais voilà, faut pas tout mettre là-dedans. Ensuite, le deuxième gros, voilà, le deuxième gros principe de prudence, c'est de diversifier ses devises. Euh, c'est quelque chose qui peut paraître assez évident et naturel pour un initié, mais peut-être moins pour quelqu'un qui est non initié. Mais quand on sait que la zone euro est une zone surendettée et que sa devise va être constamment attaquée par des épisodes par des épisodes de dévaluation, d'inflation, vous les appelez comme vous voulez, hein, parce que c'est ce qui se passera. Avoir tout son patrimoine libellé en euros, c'est quand même très dangereux. En général, les gens ont tout leur patrimoine dans de l'immobilier en euros, c'est leur résidence principale. Donc si l'euro va bien et l'immobilier va bien, ils s'enrichissent. Si l'immobilier va mal et que l'euro va mal, eh ben, leur vie est foutue parce que c'est leur patrimoine qui part à la poubelle. Donc diversifier ses devises, aller se prendre du dollar, du franc suisse, voilà, c'est déjà très bien comme monnaie. Et après, ça suffira. Et pour ce qui est des actions, pourquoi pas, mais pourquoi pas les détenir. Alors, le marché coté, c'est toujours pareil, c'est assez compliqué parce que c'est cyclique, il faut acheter au bon moment, au bon prix. Moi, j'irais plutôt sur le marché non coté parce qu'à risque équivalent, il y a plus de rendement, il faut juste avoir effectivement un peu de réseau pour accéder aux meilleures opérations. Après, Ah, nous, c'est ce qu'on fait. comment on accède aux non-cotés? Qu'est-ce que tu Euh, fais avec tes nous, clients? nous, on a créé un club privé qui s'appelle le Club Privé Ultrabourse. C'est un cercle d'affaires où justement on a accès à des opportunités non cotées de très haut niveau. On met à disposition de nos membres euh, ces informations. Ils peuvent accéder à des opportunités qui sont très nichées et très, très exclusives et qui offrent des rendements en général supérieurs à la bourse à risque équivalent. Mais ça, il faut du réseau et je le conçois. C'est vrai que c'est pas forcément évident pour tout le monde. Donc, moi, je ferai du non-côté, et si je ne peux pas faire de non-côté, j'irai pas forcément faire des actions, j'irai à ce moment-là renforcer une ligne or dont tu as parlé, parce qu'au final, sur de l'or, je ne perdrai jamais, c'est une assurance, il y a pas de... Voilà, c'est un métal qui a fait ses preuves, c'est la monnaie des monnaies, donc je peux pas me tromper avec de l'or. Donc au final, bon, bah, si je n'ai pas de réseau et si je n'ai pas de possibilité d'accéder à du non-coté, bah, j'irai pourquoi pas renforcer ma position or, ouvrir un compte en devise étrangère ailleurs que forcément chez mon banquier en France, euh, faire un peu d'IMO si là je me le permets, et si là je me le permets pas, bah, la partie que je voulais mettre sur de l'IMO, je la garde en cash et juste je la mets ailleurs, quoi. Mais le grand principe, c'est de ne pas investir si on ne sait pas ce qu'on fait. Je préfère avoir de l'argent sur un compte courant qui perd de l'argent avec de l'inflation que d'aller acheter des actions alors que je ne sais pas le faire parce que je suis pas, je me suis jamais formé sur le sujet. Euh, il y a plus de chances de perdre 15-20% de ce que vous avez mis que perdre juste 4 ou 5% avec l'inflation. Donc, dans les deux cas, c'est un arbitrage, là. Donc, en fait, tu n'as pas de recette pour battre l'inflation autre que d'investir, par exemple, dans effectivement du non-coté ou du private equity, où là, effectivement, les rendements qu'on te sert, tu me reprends hein, si je dis une bêtise, mais on est plutôt sur 6-7% au lieu de 2, aujourd'hui, on est à quoi? 2,75 sur de l'OAT. Bon, sur le private credit, tu es plutôt entre 7 et 10. Le private equity, le rendement annualisé moyen, bon, c'est 15-20% par an, mais c'est un TRI annualisé, puis faut bien réussir ses investissements, c'est pas gagné, quoi. Mais sur la dette privée, non, c'est beaucoup plus facile d'atteindre des belles performances, mais le plus dur, c'est d'accéder en fait aux belles affaires et d'avoir un bon réseau et des projets de qualité et d'avoir des Et alors, garanties tu qui situes passent. le ticket d'entrée à combien?
pour celui. Alors, je précise quand même que si tu as du 7-10% hein, sur du Oui, bah après, c'est pas oui. C'est à la les- tête, c'est que tu étais quand même sur des dossiers qui sont un petit peu chauds. Hein. Moi, je cite du 6-7% parce que là, on est sur quelque chose d'assez sécurisé. Mais tu peux effectivement aller trouver du 10%. Mais voilà. Non, bon, après, ça dépend. Tu peux avoir de la dette sécurisée avec des rendements élevés. Mais ça, c'est une affaire de structuration. Enfin, c'est très compliqué. C'est rien de rentrer dans les détails. Mais Le non. ticket, alors le ticket d'entrée, c'est combien? Oui, bah, il est un peu élevé. Par contre, là, le ticket d'entrée, tu peux pas rentrer à moins de 25 000 $ en général, hein. Donc, 25 000 $, ça peut se trouver. C'est le prix d'une petite voiture électrique. ça dépend. Bah, là, tu me disais pour monsieur, madame, tout le monde. Donc, c'est quand même en général quelque chose qui s'adresse à des gens qui savent déjà gérer un peu leur pognon, ou qui ont envie de comprendre les dossiers ou qui savent ce qu'ils font, quoi. Hein, Parce que là, mettons même que le ticket soit 50 000. Je pense que ça reste une somme qui est relativement pas spectaculaire et pas impossible à rassembler en retirant un petit peu là, de l'obligataire, du livret A, etc. Après, c'est à chacun, et voilà, et ça, c'est à chacun de faire son allocation. Même si le ticket est à 50 000, quel serait, je dirais, aujourd'hui le principal inconvénient? C'est le fait que c'est pas liquide, c'est-à-dire que tu vas pas mettre 50 000 et puis si à la fin de l'année, tu as gagné 20% de ta 60 000, tu les retires. Il faut Non, expliquer ça aussi. non, t'as plusieurs inconvénients. Un, le premier, c'est l'illiquidité. Donc, c'est vrai que tu es collé sur une opération sur 12 mois, 24 mois, 36 mois. Donc, c'est de l'argent sur lequel tu ne vas pas en fait compter à court terme. Donc, si le ticket d'entrée il est à 25 ou 50 000 et que tu n'as que 50 000 en trésorerie, bah, faut pas être idiot. Faut pas faire ce genre de truc-là. Faut en Si avoir tu as, besoin. Faut pas en avoir besoin. faut pas en avoir besoin. Si tu as, voilà, je fais une bêtise, 300, 400, 500 000 euros de cash, de liquidité et un patrimoine un peu plus élevé, bah, 25 000 ou 50 000, ça représentera que dalle sur ta poche cash. Ça va te représenter 5% de ton cash disponible ou 10% de ton cash disponible sur un patrimoine qui sera sûrement très. Enfin, en général, quand tu as 300 à 500 de cash, tu as au moins 1 million de patrimoine ou 1,5 million. Donc bah, là, mettre des tickets de 25 000, déjà en termes de money management, ça fait sens. Ça fait 5 à 10% par ligne. Et si ton cash global, tu as envie de mettre 30%, 150 000 sur différentes opérations, tu découpes ça en 25, ça te fait 6 opérations de dette privée tu t'es constitué ton propre portefeuille de dette privée, c'est cool, tu vois. Là, ça vaut le coup. Mais oui, l'inconvénient principal, c'est l'illiquidité, c'est la technicité des dossiers qu'il faut pouvoir comprendre, parce que bon, enfin, c'est bien d'investir, mais c'est mieux de comprendre donc comment on le fait. Bah après, tu as tous les risques de crédit habituels. Si tu fais de la dette, bah, le principal risque que tu as en face, c'est que la dette ne soit pas remboursée. Mais bon, en général, des garanties sont négociées. Donc ensuite, il faut que tu puisses analyser le dossier, voir si les garanties sont intéressantes, à quelle valeur de nantissement tu prêtes. Enfin, voilà, faut avoir deux, trois notions. C'est pas compliqué, mais il faut les avoir. Ou il faut être bien accompagné, il faut être avec des gens qui sont capables d'analyser ça pour toi. Si tu veux déléguer cette partie et que tu veux payer un service pour le faire, bah, il faut que tu aies une équipe d'experts. Donc voilà. Donc là, si on touche à un héritage avant les élections américaines, euh, si j'entends bien ce que tu nous as dit, aujourd'hui, tu irais plutôt l'investir dans l'or, peut-être mettre une petite poche argent, mais peut-être plus l'or aujourd'hui que les actions. Ah oui, moi je ferais même pas de. Enfin, bah, après, moi je parle avec mes compétences et mon réseau à moi. Si je dois me projeter en me disant que je connais rien en fait à la finance, strictement rien, et que j'ai pas de réseau et que j'ai accès à aucun service, rien. Mais que j'ai juste du cash, oui, le meilleur moyen de ne pas me tromper, c'est j'achète de l'or, je mets mon cash en devise et j'attends. Bah, je perdrai, mais en fait, je paye le coût de mon ignorance. C'est toujours pareil, hein. Là, c'est 100% ça le problème, hein. Et on est tous ignorants parce aucun de nous Oui, ne sait exactement ce qui va se passer après le 5 novembre. oui, bah, déjà, j'irai pas jouer les actions. Enfin, je trouve que c'est une façon un peu folle d'investir, de se dire je vais jouer le résultat d'une élection. Il n'y a rien à gagner là-dessus, hein. Tout est déjà au plus haut, hein. Voilà, faut le C'est préciser. déjà au plus haut, donc c'est pricé. On serait au fond du gouffre où on en reviendrait de se prendre un moins 10% comme début août. On pourrait se dire, il y a peut-être un coup à jouer. Et là, c'est vrai que on investit un petit peu à l'aveugle hein, sur le contexte politique et géopolitique, à même pas, oui, à tout juste un mois d'élection majeure. Mhm. Non, c'est ça.
Donc, non, mais enfin, franchement, le seul et unique conseil en vrai à faire, hein, quand on a de l'argent et qu'on sait pas comment l'investir, c'est d'apprendre. En fait, il faut se former parce que si vous avez 5 000 euros de cash, bah, c'est pas grave si vous savez pas investir parce que perdre 5% de 5 000 euros, ça fait 250 euros par an, ça fait 20 euros par mois de perdu par son ignorance. On s'en fout, quoi. Je veux dire, 20 euros, vous pouvez les gagner autrement, ça n'a aucun impact sur votre vie. Bon, si vous avez 200 000 balles, enfin entre 100, 200 et 300 000 euros de cash, et que vous perdez 5%, on va dire, par an, avec l'inflation et le coût d'opportunité de ne pas savoir investir, oui, là, ça commence à faire vraiment beaucoup. Ça fait entre 5 à 15 000 euros par an. Là, on est entre 400 et 1 000 euros par mois de perte de pouvoir d'achat, que ce soit sur de l'inflation, ou du manque à gagner. Oui, donc là, mon ignorance me coûte très cher, en fait. Donc, si j'ai du cash, ça vaut le coup de me former. Si j'ai moins de cash, c'est pas grave. Euh, j'ai pas urgence à me former parce que ça me coûte pas cher de perdre en fait. Et si je suis entre les deux et que enfin voilà, j'ai 50, 70 000 euros de cash, que je sens que je vais gagner mieux ma vie par mon travail, par un héritage, par tout ce que vous voulez, bah ça vaut peut-être le coup de se former aussi parce que quoi qu'il arrive, quand vous arriverez à ce moment où vous aurez plus de cash, là, si vous ne savez pas quoi en faire, c'est là où vous allez perdre beaucoup d'argent. Soit parce que vous allez prendre des très mauvaises décisions d'investissement, soit parce que vous allez choisir des professionnels, mais vous ne saurez pas qui est bon, qui est pas bon, parce que vous n'avez pas de compétences, vous allez vous faire ouvrir. Voilà, ou soit parce que vous allez vous manger l'inflation de base et basta, quoi. Donc, non, non, en fait, là, le vrai conseil, Philippe, c'est pas est-ce que je dois faire des actions, non, c'est est-ce que déjà je sais ce que je fais ou pas? Est-ce que j'ai des connaissances aujourd'hui dans l'investissement ou pas? Si oui, bah, en général, tu sais déjà quoi faire, hein. Ton allocation, tu vas savoir plus ou moins comment la faire. Sinon, euh, étape numéro 1 du jeu, se former. Et une fois qu'on sait conduire, on verra ensuite pour aller conduire sur l'autoroute ou faire du rallye sur des... Voilà, mais non, il faut pas... Formez-vous, La formez-vous, base... et puis faites-vous aider aussi bah, Mm. par des Sylvains ou par les auteurs Ouais, des ou éditions Agora, je sais Agora, que vous parce faites que aussi voilà, Voilà, on mais... essaye nous aussi de donner du conseil et puis bah, d'accompagner les gens dans des périodes un peu compliquées et incertaines. Voilà, donc on est aussi là pour ça. Oui, je pense que c'est bien, c'est le bon mot pour conclure, c'est euh, ne partons pas en fait sur des stratégies compliquées. Soit vous avez déjà la connaissance, vous savez quoi faire, et si vous savez pas quoi faire, à la limite, ça sera déjà mieux, on partira d'une base. Vous savez déjà gérer un peu votre portefeuille, le construire. Soit vous savez pas faire tout ça et vous voulez acheter, vous vous demandez est-ce que je fais des actions de l'immobilier ou de l'or. Non, déjà vous apprenez à conduire votre voiture et après on verra ce qu'on fait, est-ce qu'on va faire du circuit, est-ce qu'on va aller sur l'autoroute ou est-ce qu'on roule juste en ville parce qu'en fait on peut rouler qu'en ville avec le type de véhicule que vous avez. C'est plus intelligent de le faire comme ça, c'est une meilleure approche et au moins c'est une approche qui ne fait pas faire de bêtises. Voilà. Donc n'oubliez pas d'appeler chez nous l'auto-école. Voilà, Et appelez on est là Agora, ils ont pour vous plein de aider. programmes de formation qui sont très bons, il n'y a pas de problème. Bien, Sylvain, je te remercie. Et puis, je crois Merci à qu'on toi. se reparle très, très bientôt pour un nouveau débat. Et je pense que ça va être assez explosif, puisque là, on va effectivement reparler de plus près de fiscalité et de perspectives, on va dire, court terme en Oui, France. oui. Quand on aura, d'ici une semaine, et là, à l'instant où on se parle, on ne l'avait pas, on aura tous les détails du plan du gouvernement. Donc, on va se retrouver très, très rapidement pour en parler. Et on va pouvoir le décortiquer et voir exactement à quelle sauce on va être mangé. Merci beaucoup, Sylvain. Je te dis Merci, à merci très, très Philippe. bientôt. À très bientôt. Au revoir. Nous avons conçu à votre attention un rapport spécial que vous obtiendrez gratuitement en cliquant dans le lien en description de cette vidéo. Un rapport spécial qui analyse toutes les conséquences économiques, financières et patrimoniales. Et bien sûr, bah, ce rapport vous offre également des mesures, des initiatives à mettre en place très rapidement pour protéger votre épargne, celle de vos proches. Tout ça donc dans un rapport gratuit que vous obtenez en cliquant en bas de cette vidéo.